Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. C'est par moments plus facile d'être malheureux que de prendre le pari d'être heureux. Tout ce qui est changement, oui, ça fait peur, ça va faire peur, ça va être inconfortable pendant une certaine période. Par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le monde tourne à la suradaptation. Par peur du jugement, on cultive un rapport à l'image qui nous étouffe. On répond à ce que l'on attend de nous, on se conforme à ce que la société projette du monde et des autres. On s'oublie soi, sous des couches de likes, de vernis social et de to-do à cocher. Pourquoi apprivoiser l'authentique et la lenteur est devenu si compliqué ? Quelle fuite se cache dans ce rapport au temps où tout doit être instantané et rentabilisé ? Qu'en est-il des vies que l'on s'invente, de celles authentiques que l'on modèle soi-même ? Après s'être trop suradaptée, Raphaël Giordano a pris la tangente en se retrouvant face à elle-même. Vertigineux mais transformateur. Elle a enlevé les couches, une à une, jusqu'à se libérer de ce qui ne lui appartenait pas pour se construire une vie sur mesure. Dans cet épisode avec Raphaël, on parle des écrans, de notre addiction et de lenteur à apprivoiser. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de faire grandir une vie sur mesure. Bonjour Raphaël. Bonjour Victoria. Merci de partager ce moment avec moi. Tu es romancière, auteure de plusieurs best-sellers, dont Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, publiée en 2015 chez Erol. D'aussi loin que tu te souviennes, tu t'es toujours évadée par l'imaginaire. En quoi cet imaginaire a nourri ton enfance ? Alors oui, l'imaginaire, ça a toujours été présent dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement très nourrissant au niveau de l'imaginaire parce que j'avais des parents, il y avait des livres partout, des BD, beaucoup de musique. Autre chose assez spécifique par rapport à l'imaginaire dans mon enfance, c'est le goût du cinéma. J'avais des grands-parents à Limoges qui possédaient des cinémas. Donc se raconter des histoires, tu vois, c'est comme si j'avais vécu un peu cinéma paradiso, donc c'était assez extraordinaire, magique. Et également, je me suis rendu compte assez précocement, en me racontant des histoires dans ma tête, je ne serais plus jamais seule. Et voilà, donc c'est d'un coup, ça a été une bouffée d'oxygène extraordinaire. Plus jamais je m'ennuierais, plus jamais je serais seule. Tu as eu des phases d'ennui où tu te sentais justement seule avant de trouver ce refuge dans l'imaginaire ? Ah ben oui, effectivement. Tu sais, quand on est zèbre, c'est un tempérament particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, tu as fait un livre sur le sujet, mais peut-être que certains ne sont pas familiers avec ce mot-là. Mais c'est vrai que tu sais, les zèbres, c'est comme ça qu'on appelle ces personnalités un peu atypiques, hypersensibles, HPE, HPI, mais au potentiel émotionnel ou intellectuel. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, une forme... on est livré avec aussi une hypersensibilité, un rapport au monde un peu particulier, donc on s'ennuie vite. Cette forme de douance, ces neurones qui vont très très vite, donc on est un peu des agités du bocal. Ça a tendance à compliquer un petit peu le rapport au réel et à l'ennui et tout ça. Besoin tout le temps d'imaginer des choses, des mondes plus excitants. Ta place, tu dis l'avoir cherchée pendant plusieurs années. À 20 ans, comment tu t'imaginais dans la vie des grands ? Eh bien, à 20 ans, je m'imaginais assez mal, finalement. Non, mais c'est vrai que... mais c'est vrai que je me sentais quand même très peu préparée à rentrer dans le grand bain des adultes.
À 20 ans, j'étais encore étudiante dans une école d'art appliqué à l'école Estienne à Paris. 20 ans, on dit que c'est le plus bel âge, mais pour moi, c'était quand même l'âge des beaucoup de doutes. Il y a toujours un décalage chez les zèbres, mais entre une grande maturité sur certains aspects. Donc, moi, je me posais des questions existentielles assez précocement, et en même temps sur le concret, un grand besoin d'être encore doudouné, cocooné par la cellule familiale, un manque de confiance en moi, certain sur ma capacité à m'en sortir toute seule justement dans le monde, des choses assez basiques, hein, mais ce que je vais savoir, je sais pas, me faire à manger, être en autonomie, et ça j'en ai sur plein d'aspects, j'en étais pas du tout persuadée. Et quelles questions tu te posais ? Eh bien, les grandes questions existentielles, oui, c'est beaucoup la vie, le sens de la vie. Comment est-ce qu'on peut être bien dans sa vie en sachant qu'elle peut tout vous reprendre d'un instant sur l'autre. Moi, j'étais assez fusionnelle avec ma mère, ma sœur jumelle. C'est à la fois extraordinaire et ça crée aussi des fragilités parce que qu'est-ce qui se passe s'il leur arrive quelque chose ? Toujours trouver les règles de la vie assez dures, finalement. Waouh, c'est... Tu trouvais une forme de violence au monde ? Ah oui, bien sûr. Oui, toujours d'ailleurs. Oui, c'est pas simple de s'en sortir, de tirer son épingle du jeu. Et je ne connaissais pas encore bien toutes mes ressources. Donc à 20 ans, je me sentais plutôt fragile face au monde. Vulnérable ? Très vulnérable, plein de questions dans la tête. Ouais, j'avais pas confiance dans mes capacités à faire face à ce moment-là. Mais bon, tant que j'étais étudiante, 20 ans, voilà, c'est plutôt quand j'ai commencé à travailler où je me sentais encore plus vulnérable parce que... Ouais, après ton cursus en art appliqué, tu as débuté en agence de communication, côté graphisme. Puis tu es passée de l'image au mot et tu as travaillé comme conceptrice, rédactrice. Et après un burn-out, tu as démissionné, tout remis en question, pour décider de t'inventer une vie sur mesure, qui te ressemble et qui tienne compte de tes rythmes. Alors comment on s'invente une vie sur mesure ? Eh bien, on commence... voilà. Alors des fois, malheureusement, comme moi, ça m'est arrivé, il faut un événement difficile, extérieur, pour arrêter. Parce on projette beaucoup sur vous, soit les messages parentaux ou de proches ou la société dit ce qui est bien. Bon, ce qu'il faut faire, c'est obtenir un poste sécure en CDI, en entreprise. Plus il y a de sécurité, mieux c'est. Moi, c'est comme ça que je me suis quand même beaucoup suradaptée. Parce que j'ai toujours voulu être dans les clous, répondre à ce qu'on attendait de moi, le schéma qui allait convenir. Donc, tu as collé à tout ça. Oui, j'ai voulu coller vraiment à ça. Donc, je me suis forcée à travailler en agence. J'étais faite pour être créative, donc ça là-dessus, j'avais les compétences, j'avais toujours beaucoup d'idées, c'était parfait. Par contre, je me suis heurtée au récif de cet univers assez dur, tendu, où on vous demande d'être un réservoir à idées permanent, où on ne tient pas compte de vos fluctuations d'énergie, parce qu'en fait, la créativité, c'est pas on appuie sur un bouton et ça sort. Si on ne refait pas ces énergies, on finit complètement à plat. Donc le management Kleenex, on les essore et puis après on les vire, c'est quand même un petit peu difficile. Donc cette réalité-là, elle était compliquée. Après, comment on s'invente sa vie rêvée ? Je dirais le conseil aux jeunes qui se lancent dans l'existence, c'est peut-être n'attendez pas aussi longtemps pour poser les bonnes questions. Pour gagner du temps, peut-être 10 ans ou 20 ans, parce que combien de personnes on retrouve à midlife qui ont enfin le courage de regarder qui ils sont et de s'orienter enfin vers ce qui les intéresse réellement. Mais tu as mis le mot dessus, ça demande du courage en fait. Et ce courage-là, à 20 ans, parfois on l'a pas. Et c'est plus facile de coller à ce qu'on attend de nous parce qu'on est vulnérable, comme tu le disais. Donc comment on va trouver ces ressources en soi quand on est jeune et qu'on se sent peut-être seul ? C'est déjà arriver à faire la part des choses entre ce qu'on projette sur vous, des messages qu'on vous envoie et qui vous persuadent, voilà, ce qui est bien, c'est de faire telles études, ce qui est bien, c'est d'être en CDI, sinon c'est pourri, etc. Et
En fait, en réalité, non. Là où on va le mieux s'en sortir, c'est si on arrive à être au bon endroit, là où on va pouvoir déployer réellement ses talents et capacités, et là où nos leviers de motivation seront les plus forts. Même ce qui paraît plus incertain, donc l'entrepreneuriat, se mettre à son compte, ça paraît beaucoup plus insécure. Et ça l'est. Ça ne paraît pas que c'est plus instable. Et en même temps, moi, je m'en suis jamais mieux sortie que quand je me suis mise à mon compte, et encore mieux quand j'ai été vraiment là où je pouvais exploser dans mes talents, dans un métier d'écrivain, mais qui respecte mes rythmes, qui respecte ma personnalité atypique, parce que moi, je commençais, quand j'étais en agence, en entreprise, ce qui me faisait du mal, c'est que je me jugeais, moi, parce que je me trouvais nulle par rapport à d'autres, parce que un zèbre a des fluctuations d'énergie peut-être plus importantes, c'est-à-dire énergie très très haute par moment, et puis après la jauge, pouf, elle redescend plus vite, par exemple, que la moyenne, ce qui donne des coups de pompe. Et oui, donc après, besoin de se reposer, surtout quand on a une très grosse effervescence cérébrale et d'idées, ça fatigue en fait plus facilement que d'autres. Mais à quoi bon se juger? C'est ça qui me faisait du mal. Et par contre, oui, aménager son mode de vie ou trouver où aujourd'hui, voilà, quand j'écris, je peux vraiment aller à mon rythme, dans la douceur. Et puis, dans cette vie d'écrivain, il y a aussi d'autres moments très yang où je suis très exposée médiatiquement et donc où ça bouge énormément. Et j'aime bien, moi, cette alternance. En agence, on me demandait de vivre avec le pied sur l'accélérateur non-stop. Et ça, je m'étiolais, en fait. Ça m'allait pas du tout. C'est depuis le succès de ton livre « Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une », que tu te consacres à plein temps à l'écriture et que tu peux donc inventer ta vie et suivre tes rythmes et tes cycles. Dans ton 5e roman, le dernier publié, le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, Joy travaille à connecter des talents VIP avec de grandes marques, donc sans spoiler toute l'histoire. À la fin du livre, elle s'adresse à son papa et elle dit « Par moments, cette superficialité m'étouffe. Tout le monde se juge sur les apparences. J'ai l'impression que je ne suis plus moi-même. J'aimerais être plus que moi, mais je crois que cette version de moi que tu connais ne passerait pas très bien dans cet environnement. » Est-ce que toi, tu as ressenti cette superficialité qui peut nous étouffer parfois ? Oui, bien sûr, d'autant plus aujourd'hui, dans cette société, on a un rapport à l'image assez étouffant. Ce vernis social, les réseaux nous obligent à sans arrêt nous comparer aux voisins. Donc on a encore plus peur du jugement d'autrui sur notre personne. On pense moins à se trouver soi-même qu'à correspondre à des archétypes, à des standards. On se conforme à l'image de ce qui est bien, de ce que la société projette. Il y a énormément d'injonctions aussi dans cette société sur ce qu'on doit faire pour être dans les clous. Donc on gomme notre différence. Oui, on gomme notre différence et aussi ça peut couper la prise de joie, dans le sens où ça rend triste en fait quand on se compare sans arrêt. Cette peur du jugement, ça met énormément la pression. Moi, petit à petit, j'essaye de m'exposer davantage même dans mes zones d'ombre. Qu'est-ce que tu appelles par zone d'ombre ? Eh bien, ça, ce sera un de mes prochains thèmes d'ailleurs. Prochain livre ? Oui, probablement. Toutes ces petites choses qu'on veut cacher justement par comparaison par rapport aux autres, des petites bizarreries, nos parts de vulnérabilité, ça on essaye de le cacher parce qu'on se dit qu'on ne serait pas recevable ou pas digne d'amour, ou on se compare aux autres et on se dit non mais je dois sûrement être la seule à ressentir ça, donc je suis vraiment là je suis nulle, donc c'est tout le temps ce rapport à l'estime de soi. Et le message serait non, en fait, on a tous nos vulnérabilités, mais pas les mêmes, pas au même endroit. Et donc, en soi, aucune raison d'avoir une honte de ces parties de nous plus fragiles. Et d'ailleurs, moi, je me suis rendu compte que plus j'acceptais mes parts de fragilité, plus elles s'estompaient, plus j'arrivais à élargir ma zone de confort.
en étant moi-même. Parce que plus on étouffe ses peurs, plus on cache la poussière sous le tapis, et plus ça nous revient en boomerang, parce que on peut pas être pleinement soi-même devant les autres, et ça, c'est très étouffant. Au-delà d'accueillir ces parts d'ombre, comment on peut renforcer notre estime de soi ? L'estime de soi, c'est s'accepter justement complètement pour qui on est. Ce qui veut pas dire ne pas chercher par une exposition régulière et progressive à ses peurs, mais déjà en s'acceptant avec douceur et bienveillance pour ce qu'on est, tout ce qu'on est, et pas seulement ces zones reluisantes. On est nous-mêmes notre pire ennemi quelque part. Donc je crois que presque le regard qui m'aura fait le plus de mal, c'est le regard que j'ai pu porter à certaines époques sur moi-même, parce que j'avais l'impression toujours d'être moins bien que les autres personnes d'à côté. Tu es complètement apaisée avec ça aujourd'hui, ou tu y travailles encore ? Ah ben j'y travaille encore. Je pense que j'y travaillerai toute ma vie. Mais oui, j'essaye vraiment de m'apaiser. Si je partage quelque chose, un point exquis, intime, avec les auditeurs, tu vois, même par rapport aux réseaux sociaux, où par exemple toute la journée on voit des gens qui postent des images pour nous faire croire que tellement c'est merveilleux, tellement ils sont heureux. Alors on les voit poser pour des vacances, les meilleurs restaurants. Tout ça, c'est quand même complètement fabriqué. Mais ça peut nous faire sentir mal, parce qu'on se dit oh là là, mais moi ma vie c'est quoi à côté Ces écrans, ils nous empêchent de connecter avec cette prise de joie, comme tu l'appelles ? Mais le problème des écrans, c'est vrai que bon, déjà ça nous coupe déjà d'une partie de nous-mêmes, parce que le temps nous manque déjà. Bon, on sait que se poser et vraiment avoir ce rendez-vous avec soi-même pour faire le point. Bon, ma vie, qu'est-ce qui a vraiment du sens ? Est-ce que je suis sur le bon chemin, qu'est-ce qui me va bien, quels sont mes désirs profonds. On fuit ces questions-là avec les réseaux sociaux ? Eh bien, en fait, autrefois, on disait du pain et des jeux, et c'était un peu un anesthésiant pour occuper l'esprit du peuple, accaparer l'attention. C'est vrai que l'autre jour, je suis sortie du métro et je voyais tous les visages baissés sur les portables. Ça fait peur. Je dis, on est complètement hypnotisé par nos écrans. Je suis la première à être droguée à mon portable. Mais je vous avoue qu'en ce moment, tous les jours, je me dis, mais waouh, ça crée un état d'alerte, de vigilance constante. Cette attente de quel message on va recevoir. C'est comme une toile de fond, toujours permanente. C'est une toile de fond. Et oui, alors ça nous coupe forcément de nous-mêmes, de ce temps précieux qu'on devrait accorder à soi pour faire ces points avec nous-mêmes, pour voir où on en est dans la vie. Parce que le problème de la superficialité, du matérialisme, on est tous sur un tapis roulant. C'est-à-dire tout va vite, tout va plus vite. On est dans une course permanente sur ce tapis roulant. Et on ne s'en rend pas compte, mais l'effet boomerang, c'est que oui, on est des fois coupé de nos émotions, on prend plus trop le temps de réfléchir si notre projet de vie, il a du sens, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Alors le portable, c'est aussi, ça nous coupe de l'autre également. Hein. Des fois en société, c'est assez terrible, on en vient tous à sortir nos portables, même quand on est en conversation ou autour d'un repas. On a pas mal qui sortent leur portable pour regarder dessus. Complètement. Je crois que d'être réellement en contact avec l'autre, avec soi et avec l'autre, c'est tellement important. Et c'est devenu rare. Et c'est devenu beaucoup plus rare, parce qu'on est complètement aspiré par les écrans, c'est vrai. Et on se perd souvent dans cette course après le temps, jusqu'à en oublier de prendre le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'une priorité le fait de prendre du temps, quand on sait à quel point c'est important finalement ? Parce que je pense qu'on a pris de telles habitudes, on a pris le pli que tout aille très vite, même encore plus la jeune génération. On est dans un rapport au temps où tout doit être instantané. Autrefois, on attendait une lettre, on espérait un courrier. Cette lenteur, on l'apprivoisait. Aujourd'hui, si on n'a pas une réponse dans les 2 heures, on est déjà en train de flipper ou d'être hystéro. Je veux dire,
on a un speed en nous. Voilà, pour parler, pour ce speed, il est en nous. Réapprivoiser la lenteur, c'est hyper compliqué pour nous tous. Alors que ce qui est bien, c'est pas d'être l'un ou l'autre, c'est d'explorer toutes les polarités, de pas rester figé dans une polarité, vite, lent. Ben non, ce qui est bien, c'est de se balader dans les deux états. Donc, il n'est pas question d'être au ralenti comme un escargot non-stop. Mais par contre, si on est speed tout le temps, de réapprivoiser la lenteur parce qu'elle amène autre chose. Au début, ça fait peur parce que c'est ça. Est-ce que dans ah oui, ça fait peur, bien sûr. Est-ce que dans ce speed, finalement, c'est pas une peur de se retrouver face à soi-même? Ah si, bien sûr. Ah mais de toute façon, c'est vrai que c'est un peu une fuite en avant parce que comme ça, on évite un peu les questions existentielles qui peuvent faire mal. Et beaucoup de gens préfèrent se mettre des œillères sur tout ça. Ça paraît plus confortable. Malheureusement, ça revient souvent en boomerang à un moment où on ne s'y attend pas, parce qu'on a tous rendez-vous avec les grandes questions de l'existence. Et alors tu parles de désapplication pour justement peut-être avancer à contre-courant et se retrouver soi-même. Est-ce que tu peux nous parler de ce que toi tu mets en place au quotidien pour te reconnecter, pour désappliquer? Qu'est-ce que c'est cette fameuse désapplication? Alors, tu vois, la désapplication, c'était bien sûr un clin d'œil que je voulais faire puisque mon héroïne, Joy, dans le spleen du popcorn, a développé une sorte de TOC digital. Pourquoi ? Parce qu'elle télécharge toujours plus d'applications pour se donner l'illusion de contrôler les situations. Cette notion de surcontrôle, elle m'intéresse énormément parce que on peut pas tout contrôler dans la vie. Précisément, la vie, les événements extérieurs, on ne sait pas ce qui nous attend. Ça peut être flippant, mais tout peut arriver d'un instant à l'autre, quelque part. C'est ça qui est beau aussi. Et c'est ça qui est beau aussi. Se préparer à l'inattendu, à la surprise, pourquoi pas. Donc déjà, de base, on peut pas tout contrôler. Alors, la désapplication, c'était ce clin d'œil aux applis, mais également, ça revient pour moi au concept de syndrome de la bonne élève, que j'ai été énormément, que je suis encore énormément. Et ça peut vraiment couper la prise de joie au bout d'un moment donné. Par exemple, moi, même quand j'ai énormément travaillé, que j'ai fini un bouquin, être trop bonne élève, je sais pas, c'est même pas prendre le temps de vraiment célébrer ses victoires, c'est d'enchaîner directement. Ne jamais être fier de toi, finalement. Jamais prendre le temps, pareil, encore une fois, de se poser, de célébrer, par exemple. Mais syndrome de bon élève, c'est aussi une espèce de tyrannie entre soi et soi pour être parfait tout le temps. Ça, c'est harassant. Et c'est vrai qu'on est des fois pas très gentil avec soi-même. Donc, se foutre la paix et se lâcher la grappe, pardon, j'emploie des expressions... abandonner avec cette illusion de la perfection, surtout, c'est bien d'être exigeant, pourquoi pas. C'est un gage de qualité aussi, de dépassement de soi, qui est vraiment intéressant. Mais il faut vraiment savoir lâcher du lest. Il y a un juste milieu à trouver par rapport à ça. À la fin de ton livre, Ta deuxième vie, tu écris « Je rêve que chacun puisse prendre la mesure de ses talents et la responsabilité de son bonheur, car il n'est rien de plus important que de vivre une vie à la hauteur de ses rêves d'enfant. Belle route, Raphaël. » Est-ce qu'on est toujours responsable de son bonheur ? Oui, le bonheur, alors déjà, c'est par moments plus facile d'être malheureux que de prendre le pari d'être heureux, parce que même quand on n'est pas totalement heureux, on est dans une situation qu'on connaît des fois. Même si c'est pas terrible, c'est assez confortable, malheureusement. Or, tout ce qui est changement, conduite du changement, on peut pas dire le contraire. Oui, ça fait peur, ça va faire peur, ça va être inconfortable pendant une certaine période. Mais par contre, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors après, pourquoi cette notion de responsabilité ? Parce que oui, pour moi, cheminer vers une forme d'accomplissement et de bonheur, entre guillemets, qui est une notion assez relative, hein, que je mets des gros guillemets maintenant autour de bonheur, parce que ce mot, je m'en méfie un peu, oui. Mais allez, pour simplifier, on va dire bonheur. C'est une décision quand même. On a beau retourner ça dans tous les sens. Pourquoi il y a des gens qui ont tout ?
financièrement, qui n'arrivent pas à être heureux, et pourquoi des gens qui partent avec des cartes difficiles en main arrivent à faire leur miel, à s'en sortir, à être optimistes. Pourquoi ? C'est quand même un état d'esprit. Un état d'esprit, mais un acte volontaire, parce que la vérité, c'est tout est possible, mais il n'y a pas de baguette magique. Le changement, donc comme je disais, fera peur, va vous sortir de votre zone de confort, et ça, c'est pas forcément très agréable. Ça va supposer un engagement, des efforts, un peu de méthode, un peu de rigueur, mais que par contre, en y allant petit pas par petit pas, on finit par franchir de grands obstacles et par y arriver, quoi. Ça, j'en ai la certitude. Donc l'idée, c'est de faire grandir en soi cet état de détermination, pas se laisser polluer par des fausses croyances, des pensées limitantes qui, on va vous expliquer que ce sera jamais possible, etc. Non. Si on repart bien de qui l'on est, d'où l'importance de se poser pour savoir ses environnements préférentiels, ses talents et qualités, vraiment son ADN, trouver son ADN. Et après, finalement, c'est beaucoup que de la méthode, c'est des plans d'action réalisables. Donc, il y a une phase de questionnement, il y a aussi une phase d'action. Donc, toi, qu'est-ce que concrètement tu as mis en place dans ta vie pour t'aligner ? Comment est-ce que tu t'es posé les bonnes questions ? Est-ce que c'était en étant dans la nature ? Est-ce que c'était en écrivant ? Et comment après tu es passé à l'action ? Alors moi, oui, le chemin, il a commencé le jour où j'ai décidé de ne plus jamais retourner en agence. Donc j'ai commencé à emprunter un chemin de traverse. Il me semblait, j'avais vraiment un rendez-vous avec mes talents artistiques, soit peinture ou écriture, mais je savais pas lequel des deux. Après, la stratégie d'action, ça a été de trouver une voie professionnelle qui me permette de me laisser du temps pour travailler mes deux passions et voir ce qui allait percer. C'est pour ça que j'ai monté ma boîte dans l'événementiel artistique où il fallait pas travailler tous les jours. Qui s'appelait Émotone. Émotone, voilà, ouais. Le début d'émotion et tone, c'est... De Pantone. Le nuancier Pantone, puis étant graphiste à l'origine. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous, ça a été l'accompagnement du changement, différentes stratégies. Moi, je me suis fait accompagner vraiment par des professionnels. Je fais des thérapies, j'ai essayé tout plein de choses. Le corps, l'esprit. À un moment, j'ai fait beaucoup de massages, de sensitive gestalt massage, parce que j'étais complètement à côté de mon corps, par exemple. Tout doit être un peu réconcilié. Je vous disais, c'est pour ça que dans ta deuxième vie, j'ai repris d'une manière créative et métaphorique un peu tout ce qui me semblait être le fil d'un changement, d'une transformation réussie. Et oui, ça commence par reconstruire un socle à la fois énergétique, psychologique. Si on roule sur les jantes et qu'on est limite en burn-out, on va pas s'attaquer au grand changement. Le premier, à J1, quoi. Voilà, faut accepter les étapes. Donc oui, moi, je me suis fait vraiment accompagner. Après, j'ai déroulé des fils. C'est-à-dire que j'ai pas eu les réponses tout de suite. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin qui a duré des années pour moi. Donc faut accepter aussi que ça prenne du temps et qu'on n'ait pas les résultats en un claquement de doigts c'est sûr, demain. Voilà, je savais, j'avais quelque chose à faire avec un métier artistique, mais pendant des années, voilà, j'ai peint, j'ai exposé, je savais pas lequel des deux, entre les mots et les images, allait peut-être me permettre de percer. Mais donc j'ai travaillé les deux pistes, voire même plus tout le reste à côté, on va dire. Donc ça ramène à cette notion de patience et de lenteur et tout ne peut pas arriver dans le speed. Mais peut-être que pour des gens ça ira beaucoup plus vite que pour moi, mais non, Rome c'est pas fait en un jour. Et c'est vrai que c'est important c'est pour ça que dans le bazar du Zemrapois, j'ai imaginé ce concept d'audacité, parce que je trouvais que l'audace n'était pas suffisante. Il fallait cette notion de persévérance, de ténacité, d'où le mot audacité. Et c'est vrai que moi ça a été quand même pas toujours un chemin de rose, mais c'est pas grave, j'ai appris énormément. Et avant ta deuxième vie, j'avais écrit un roman, mais je faisais encore plein d'erreurs. Et par exemple, ce roman, j'ai encore les 15 lettres de refus de 15 maisons d'édition. Et franchement, j'aurais dû baisser les bras parce que ça faisait longtemps que j'essayais, c'était dur. L'audacité, c'était d'avoir l'audace de refaire un nouveau pari. 2 mois après, je présentais le pitch de ta deuxième vie à Erol, qui n'avait jamais édité un seul roman.
Donc c'était de dire, j'ai pas pu rentrer par la grande porte, je vais passer par la fenêtre. Comment on jauge entre la persévérance et l'acharnement ? Je pense quand même que, alors après, on peut tester si le projet, le rêve est quand même réalisable, s'il s'appuie sur quelque chose. Je vous aurais dit, je veux devenir cosmonaute. On voit quand même assez vite que là, c'est mal parti. Ou je veux devenir grand chef alors que je sais même pas faire une béchamel. Oui. C'est quand même pas terrible. L'acharnement, ce serait quand même d'avoir X expérience, de voir qu'on n'a pas les compétences pour. Là, j'en reviens à ce retour sur soi de départ, de quand même, oui, voir si la piste est un tant soit peu réalisable parce qu'on a un certain nombre de compétences. Après, celles qu'on n'a pas, on peut éventuellement envisager est-ce qu'on peut les sous-traiter, ou s'associer. C'est pour dire que les projets, les rêves, il y a les rêves, c'est génial, il y a la vision, mais après, on décortique et on vérifie un tant soit peu la faisabilité. Même ce roman qui n'a pas vraiment trouvé preneur, mais si, j'avais pas, il fallait encore que je progresse sur la compréhension de ce qu'est une ossature de roman. Voilà, donc c'était il me restait encore un bout de chemin à accomplir. Un ajustement à faire. C'était un ajustement, voilà. Raphaël, la liberté, c'est quoi pour toi ? La liberté, oui. Waouh. La liberté, pour moi, c'est de s'autoriser à être pleinement soi, quitte à être un peu différent des autres. C'est ne jamais se sentir coincé dans une situation qui ne nous va pas, même si ça semble très dur, parce que ça, c'est ce qui étouffe le plus, je trouve. Et moi, comme tout le monde, il y a eu le moment où j'ai eu peur de quitter un environnement toxique comme une agence à l'époque. La liberté, c'est de croire en nos potentialités, de croire qu'on va être capable de faire face. Et en plus, en général, c'est toujours le cas. Dernière petite question, la fameuse question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais partager aux jeunes d'aujourd'hui ? Jeunes d'aujourd'hui, osez rêver plus grand. Ne soyez pas timorés. Croyez en vous sans attendre des années et des années pour vous conformer à ce que vous pensez être des attentes qu'on a de vous. Et je pense que là, vous réussirez à vous dessiner le chemin vers votre bonheur et accomplissement personnel. Merci beaucoup Raphaël pour tous ces partages. Merci, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.